En 1995, une agente respectée de la police des frontières a disparu lors d'une patrouille de routine en solitaire. Son véhicule avait disparu, son dernier appel radio avait été interrompu, et aucune trace n'a été retrouvée. Mais 11 ans plus tard, un hélicoptère de surveillance scrutant les zones frontalières sinistrées par les inondations a repéré quelque chose d'étrange enfoui dans le sable, une découverte qui allait remettre au jour un dossier longtemps clos et révéler un silence pesant que personne n'était prêt à affronter. L'hélicoptère du DHS s'inclinait à basse altitude au-dessus du secteur des 12, rasant le bord d'un étroit sillon marqué par les récentes moussons. Le pilote Tom Herran stabilisa sa prise sur le cyclique et se pencha vers la canopée. « Tu vois ça ?» demanda-t-il à son copilote. En contrebas, juste au-delà d'une rigole de drainage effondrée, quelque chose captait le soleil faible et terne, mais indéniablement métallique. Le fait d'une galerie de toit, un véhicule à moitié enfoui sous la vase et les broussailles étaient penchées de travers, sa couleur indistincte sous des années de saleté. Tom fit un nouveau tour. Le panneau latéral portait un emblème fantôme, police des frontières américaines, à peine lisible. Le code de la porte en dessous avait presque disparu, mais il restait 4207. Il saisit le code radio, ici AirWatch 27. J'ai un signal visuel sur une unité enterrée près de la ligne 38, près du kilomètre 81. Le code sur la porte indique 4207 possible véhicule du secteur 5. Demande de confirmation au sol. Lorsque Dana Rex sortit du Tao, le périmètre était déjà bouclé par du ruban orange et quelques agents du DHS aux uniformes décolorés par le soleil. Ses bottes s'enfoncèrent légèrement dans la terre meuble tandis qu'elle traversait vers le chantier de fouilles, s'arrêtant près d'une équipe accroupie à l'arrière du véhicule. Le Chevrolet Suburban gisait à moitié englouti par la terre, l'avant penché vers le bas dans le fossé. Une pelleteuse était immobilisée à proximité, tandis que deux hommes armés de pelles travaillaient au passage de roues arrière. Le haillon portait encore les restes d'autocollants d'une unité de patrouille, tellement effacés qu'il fallait tracer les numéros avec un doigt ganté pour les distinguer. Un technicien de terrain a confirmé ce que le central avait déjà relayé, l'unité 4207 avait été portée disparue en juin 1995. Le surintendant Len Brewer se tenait à l'écart, les bras croisés, le front ombragé par son chapeau de campagne à large bord. Il aperçut Dana et lui adressa un signe de tête plus superficiel que poli. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit-il. « Ils m'ont appelé, » répondit Dana, les yeux rivés sur le véhicule. « Je ne me suis pas porté volontaire. » Le regard de Brewer se posa sur les fouilles. Un pilote débutant pense avoir trouvé un fossile ou probablement une vieille unité de récupération qui avait été emportée par les eaux de la route à l'époque. Il était encore actif quand il a disparu, a-t-elle dit catégoriquement. Brewer ne répondit pas. Le véhicule gémit lorsque les portes arrière furent forcées, des années de sable et de corrosion avaient rendu les charnières cassantes. Lorsque le loquet céda, la poussière s'échappa comme le souffle d'un tombeau à température ambiante. Dana remonta son foulard sur sa bouche et s'approcha. À l'intérieur, le revêtement de la soute s'était gondolé sous l'effet de la chaleur et de la décomposition, des taches sombres tachant le plastique brun-rouge séché. Un technicien est entré avec une lampe portative. « C'est du sang », a-t-il dit au bout d'un moment. Trop dégradé pour en déterminer la quantité, mais c'est vieux. Il est peut-être là depuis longtemps. Dana recula, se laissant absorber par la scène. Aucune trace animale. Aucune trace de lutte. Juste le temps et le silence. Tandis qu'une équipe documentait l'extérieur, une autre commençait à cataloguer ce qui restait à l'intérieur. Dana se tenait près de la portière passager avant, les bras croisés, tandis qu'un technicien ouvrait délicatement la boîte à gants avec un outil plat. Il en sortit un carnet d'incidents gondolé par le soleil, les pages jaunies et agglomérées par l'humidité. Le nom sur la couverture était délavé, mais l'encre bleu pâle de la première page indiquait Prescott, R. Les inscriptions s'étaient estompées vers la mi-juin. Le bout d'un stylo fêlé était encore coincé dans la reliure spirale. Puis, le micro-radio claqua à sa base, le cordon effiloché et enroulé derrière la console centrale. Le dernier objet sorti fut une arme de .40 SW de la patrouille frontalière, le numéro de série était faible, mais intact.
Après vérification, le chargeur était à moitié vide, il manquait 3 cartouches. Le technicien ne dit rien. Dana plissa les yeux vers le revêtement du siège conducteur, déchiré depuis longtemps. Le tableau de bord s'était déformé sous l'effet de la chaleur. Les clés étaient toujours sur le contact. Brewer réapparut, les mains sur les hanches. « Ça va faire bouger les choses », dit-il à voix basse. « Vous savez combien d'agents ont disparu de la circulation pendant cette période ? Une douzaine, peut-être plus. Si vous essayez de les associer tous à un acte criminel, on sera submergé de paperasse jusqu'à la retraite. » Dana se tourna vers lui. Ce n'était pas une inondation. La radio était cassée. L'arme était dégainée. Il y avait du sang à l'arrière. Tu crois qu'elle a abandonné son poste et abandonné son camion ? Brewer expira bruyamment par le nez et détourna le regard. Ça fait 11 ans, Dana. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Ils sortirent le véhicule par étapes. Dana les observa depuis le périmètre tandis qu'ils accrochaient les câbles à l'essieu arrière, faisant avancer le suburban lentement jusqu'à sa plateforme. Le silence était pesant, pas de bavardage, pas de paroles futiles. Un technicien junior s'est approché d'elle. « Vous voulez que les entrées du journal soient étiquetées séparément ?» Elle hocha la tête. « Ouais. Emballe tout le livre. Trace aussi tout ce que tu peux au stylo. » Il hésita. Il y a un numéro d'identification gravé au dos du carnet. Je ne sais pas s'il s'agit d'un dossier ou d'un appel radio, ça pourrait être quelque chose. Notez-le et copiez-le. Tout sera conservé comme preuve à l'arrêt d'eau. En partant, Dana se retourna vers le véhicule. L'une des portières arrière était légèrement entr'ouverte. Elle s'en approcha, posa une main sur le cadre et regarda à nouveau à l'intérieur. L'air était sec, mais d'une odeur rance qu'elle ne pouvait nommer. « Allons le mettre dans un sac, » dit-elle finalement. Dana se tenait au comptoir, attendant que l'employé, derrière la vitre, feuillette une série de chemises en papier craft, visiblement peu impressionné par l'urgence de sa demande. Il semblait avoir la vingtaine, les cheveux coupés à la coupe, son badge accroché trop haut sur la poitrine. Sur la plaque indiquait « Monsieur Sweeney ». « Vous avez dit unité de patrouille frontalière 4207 ?» a-t-il demandé en fronçant les sourcils. « C'est vrai. Rachel Prescott. » Sweeney marmonna quelque chose et se tourna vers un meuble bas. Au bout d'une minute, il revint avec un mince dossier et le déposa dans le plateau entre eux. « C'est tout ce qu'on a de 95. La plupart sont sur microfiche, mais ce dossier est en suspens depuis que nous avons déménagé dans la nouvelle annexe. » Dana l'ouvrit. Il était plus fin que prévu, 4 pages, peut-être 5, sans compter les formulaires d'intégration habituels. Elle venait tout juste de Del Rio, demanda-t-elle. Sweeney ajouta, affecté au secteur J, près de Loma Alta. Patrouille en solo. Quelques semaines seulement avant sa disparition. Avez-vous sa rotation de patrouille ? Sweeney secoua la tête. Ce serait dans les listes de détails. Il faudra en faire la demande auprès des archives. Attention, ils repoussent généralement les demandes antérieures à 2000. Ils disent que ça bloque le système. Dana était assise à un bureau au fond de la salle des archives, avec une copie usée du journal radio du secteur J du 17 juin 1995. La plupart des appels étaient de routine, enregistrement, vérification de permis, alerte météo. Le dernier appel confirmé de Rachel datait de 18h42, l'unité 4207 signalait une inspection de véhicules au Ponceau 73, au sud de Checkpoint Charlie. La voix avait été transcrite manuellement, plus aucun son ne subsistait après cela. Silence, pas de retour d'appel, pas de demande de renfort. Juste une absence de communication. Dana nota l'heure et le lieu sur son carnet. Elle connaissait la zone, le Ponceau 73 traversait un canal asséché près de la clôture frontalière, isolé et difficile à voir depuis la route principale. À l'époque, il était connu pour le trafic de marchandises plus lourdes, argent liquide, armes, personnes. Aujourd'hui encore, seuls des agents expérimentés y patrouillaient, et jamais seuls.
Elle retourna à la liste des véhicules. L'itinéraire du jour la dirigeait vers l'est, un virage classique, mais le journal de bord indiquait qu'elle avait viré de 3 km vers le sud vers 17h20. Aucune explication. Dana a trouvé Westbrook dans un magasin de pneus d'occasion. Il est sorti en courant d'un parking annexe de Roma, penché sur une équilibreuse, les mains tachées de graisse et de vieillissement. Lorsqu'elle s'est présentée et lui a expliqué l'affaire, il s'est essuyé les paumes avec une serviette et s'est appuyé contre le comptoir. « Je me souviens de Prescott », a-t-il dit. Jeune, discret. Il ne buvait pas, ne colportait pas de ragots. On lui a assigné des tâches au mauvais moment, mais c'était fréquent à l'époque. Son itinéraire a changé le jour de sa disparition. Tu te souviens pourquoi? Aucune idée, répondit Westbrook. Les affectations étaient manuelles. Sanders s'est occupé de l'envoi de la semaine, Calvin Sanders. Muté quelques années plus tard. Un type discret, réservé. Dana sortit une copie de la lettre de démission présumée que la famille de Rachel avait reçue. Vous l'avez signée? Westbrook plissa les yeux. On dirait que ce n'est pas moi. Probablement rédigé par l'administration et appliqué à la va-vite. On ne faisait pas vraiment de spectacle avec les personnes disparues à l'époque. De quoi te souviens-tu de la recherche? Il n'y en avait pas, dit-il sèchement. Pas vraiment, en tout cas. Ils l'ont déclarée désertrice en moins de 48 heures, affirmant qu'elle avait probablement traversé la frontière ou pris la fuite. Personne n'a posé la question. De retour au poste, Dana sortit les feuilles de travail de la semaine. Les formulaires étaient des photocopies lignées à l'encre bleue délavée. Celui du 17 juin indiquait que Rachel était arrivée à 14 heures. Le central l'avait signalé comme patrouillant dans le secteur J, aux coordonnées 449 à 453. Le journal était signé en bas par le superviseur C. Sanders. Dana avait fait une marque à côté de son nom. Elle continua sa lecture. Prescott avait enregistré un seul arrêt sur le terrain à 16h35, une vérification de routine des pneus d'un pick-up Ford de 1994. Le numéro de plaque avait été transcrit, mais aucune contravention n'avait été dressée. Puis la dernière inscription, 18h42, Ponceau 73. Après cela, la page devint blanche. Elle retraça la signature de fin de course, c'était la même écriture sur toutes les pages cette semaine-là, Sanders encore. La salle des archives était un bunker sans fenêtre, 2 étages plus bas, imprégné d'une odeur d'électronique hors d'usage et de poussière de classeur. Une analyste junior nommée Terry Hulcombe saisit son badge et conduisit Dana devant des rangées d'unités Realtor obsolètes, empilées comme des pièces de musée. Nous avons la plupart des années 90 sauvegardées sur Real, a-t-elle déclaré, mais l'été 95 a connu des problèmes, une panne d'équipement. Quel genre d'échec? Hulcombe a tapoté un boîtier métallique étiqueté Q3-195. Les bandes de ce trimestre étaient marquées comme illisibles. Dégâts causés par la chaleur. Le compresseur est tombé en panne, et personne ne s'en est aperçu avant qu'il ne grille une étagère d'enregistrement. Tous, principalement ceux des secteurs J et K. Le reste était récupérable. Rachel Prescott était dans J. Hulcombe lui lança un regard compatissant. Oui, j'ai vu ça sur la pull request. Rien n'est apparu. Dana fixa le meuble un long moment, puis hocha la tête. Puis-je obtenir les numéros de série des bobines compromises? Hulcombe ouvrit un journal de bord et nota une séquence d'étiquettes alphanumériques. Voilà. De retour dehors, Dana était assise dans sa voiture de location, la vitre entr'ouverte juste assez pour laisser échapper la chaleur. Elle étala les papiers sur le siège passager, le dossier de Rachel, les feuilles de route, son dernier appel radio, une cassette manquante, une patrouille déviée, une mission en solo près d'un couloir de contrebande connu, aucune recherche, une lettre de démission envoyée à la famille. Rien de tout cela ne collait. Si Rachel Prescott s'était enfuie, ce n'était pas prévu, et quelqu'un avait veillé à ce que personne ne vienne la voir. Croyez-vous que ce soit une simple coïncidence que les archives contenant les derniers rapports de patrouille connus de Rachel aient été endommagées par la chaleur,
ou quelqu'un se donne-t-il tant de mal pour étouffer la vérité? Laissez un commentaire ci-dessous. Dana parviendra-t-elle à découvrir toute la vérité et à rendre justice à un collègue agent disparu en service, ou le mal triomphera-t-il à nouveau? Cliquez sur « J'aime » et restez avec nous, car la suite des événements va tout changer. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez aujourd'hui. Dana se tenait au bureau administratif du bureau de Laredo, signant le formulaire d'autorisation d'une main contrôlée. Le numéro de dossier était inactif depuis 1995. Elle cocha la dernière case, reclassifiée, circonstances suspectes. Une fois classé, le dossier déclencherait des notifications au service de surveillance des archives internes et à la chaîne de commandement, qu'il le souhaite ou non. Elle déposa le formulaire dans le bac et entra dans le bureau de Brewer sans frapper. Il était au téléphone en pleine phrase, mais s'arrêta net en la voyant. « Je te rappelle » murmura-t-il, et il raccrocha. « C'est rouvert » a-t-elle déclaré. Brewer se renversa dans son fauteuil. « Réouvert ? Que voulez-vous dire ? La disparition de Rachel Prescott est désormais classée comme circonstance suspecte. Le rapport sera publié ce soir. » Brewer tapota le bureau avec un stylo à capuchon, les yeux rivés sur les siens. « Tu as intérêt à savoir ce que tu fais. »« Je le fais, » dit-elle. « C'est pour ça que je le fais. » Dana fouillait le dossier des témoins secondaires lorsqu'elle remarqua une déclaration manuscrite, mal rangée derrière un rapport sur des vols de pneus datant de 1996. La page était recourbée sur les bords, et écrite en lettres majuscules serrées. « J'ai vu un SUV de la police des frontières rouler lentement à l'ouest de la clôture à 8h30. On aurait dit celui de Prescott. Un autre SUV derrière, noir, sans plaque d'immatriculation. Il est resté là un moment, pas BP. J'ai attendu que le premier passe. Puis j'ai suivi. Signé H. Galvin Ranch 43. Elle a consulté le journal officiel des entretiens. Le rapport public ne mentionnait aucune observation crédible de civil, aucune mention d'Hector Galvin. Hector Galvin vivait désormais seul, au-delà de l'ancienne ligne de Santa Vega. Son ranch était situé en retrait de la route, délabré mais bien rangé. Il ouvrit la porte, coiffé d'un chapeau noirci par la sueur et d'une chemise de flanelle boutonnée jusqu'en haut. « Vous êtes le premier avocat à intervenir ici à ce sujet depuis quoi, une décennie ?» demanda-t-il une fois qu'elle se fut présentée. « Je ne suis pas ici pour le ranch, je suis ici pour ce que vous avez vu. » Il l'invita sur le porche et lui versa de l'eau tiède d'une carafe. Ils s'assirent sans cérémonie. « J'ai dit ce que j'ai vu à l'époque » commença-t-il. « Ils m'ont dit que ça ne me convenait pas », il s'essuya la bouche avec un mouchoir. « Mais je m'en souviens. Raconte-moi. » Je vérifiais la clôture à l'ouest du kilomètre 41. La nuit commençait à tomber. J'ai vu un de vos camions à un suburban vert, comme tous ceux de l'époque passer lentement. J'ai reconnu la rampe lumineuse. La police des frontières ne roule pas lentement pour rien ici. Et l'autre véhicule, un Tahoe ou un suburban noirci, sans plaque d'immatriculation, vitre teintée, est resté garé derrière ma remorque d'irrigation pendant au moins 20 minutes. Il n'a pas bougé jusqu'au passage de la plateforme BP, direction sud. Puis il a démarré et m'a suivi. Il la regarda. Je ne me sentais pas bien. L'avez-vous signalé au bureau local? J'en ai parlé à un superviseur, j'ai oublié son nom. Était-ce Calvin Sanders? C'est ça. Un type discret. Dana ferma son carnet. Merci, monsieur Galvin. Plus tard dans la soirée, elle demanda à accéder au dossier d'armes de Rachel. Le registre de la chaîne de possession indiquait qu'il avait été enregistré le 20 juin 1995, sous conservation temporaire. Il portait une étiquette d'inventaire de base et un champ de numéro de série fictif, en attente. Aucune suite. Aucune confirmation de correspondance. Aucune mention indiquant que l'arme avait été testée ou cataloguée pour la balistique. Juste une dernière ligne à l'encre rouge, détruite, autorisation standard, 1999. Dana vérifia le registre des destructions.
Le numéro de boîte indiqué manquait sur le manifeste des archives. Dans un tiroir du sous-sol, coincé entre des remboursements de frais de déplacement et des formulaires de répartition météorologique de 1996, elle trouva une plainte interne non signée, décolorée et mal alignée dans une photocopieuse, datée du 4 juin 1995, soit 2 semaines avant la disparition de Rachel. La plainte décrivait une détention illégale présumée hors route, près d'un château d'eau désaffecté, à 5 km à l'est de la zone de patrouille assignée. L'auteur affirmait avoir été témoin de la détention d'un groupe d'individus sans procédure officielle, aucun dossier, aucun appel de transport, aucune sauvegarde enregistrée. Les détails étaient rares mais précis, heure de la journée, nombre approximatif de détenus, description physique de l'un des véhicules banalisés sur place. La plainte se terminait par une seule phrase, « Nous vous recontacterons personnellement si nous ne sommes pas pris en charge ». Dana vérifia le champ du nom vide mais l'écriture correspondait aux notes du registre des incidents de Rachel, actuellement en cours de séchage dans un laboratoire de terrain à l'autre bout de la ville. À son arrivée, le service des opérations du DHS était presque vide. Dana fit signe à Léo Carne, un analyste judiciaire qui travaillait discrètement et rapidement. « Tu as sorti les bandes de journal pour moi la semaine dernière, dit-elle. Carne hocha la tête. Ouais. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Ce n'est pas ta faute, dit-elle, mais il manque quelque chose. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis se pencha. Quand elle a disparu, tout a changé, pas seulement les journaux. Ces données de service ont été réaffectées, archivées différemment. 2 véhicules cette semaine-là ont vu leur historique d'entretien effacé. J'étais stagiaire à l'époque, je m'en souviens encore. As-tu déjà dit quelque chose? Je l'ai fait une fois. J'ai été réaffecté au suivi des stocks pendant 3 ans. Dana recula et hocha la tête. Merci. Soyez prudent, ajouta-t-il. Ce n'était pas un rapport bâclé. Il a été nettoyé exprès. Quelqu'un à l'intérieur savait ce que Rachel avait vu et a veillé à ce que cela ne dépasse pas son quart de travail. La cible suivante de Dana était Sanders. Après avoir confirmé sa mutation au bureau d'Eastfield à Yuma, elle observa son quotidien se dérouler sur 3 jours. Il quitta le travail à 18h10 précise, ne jeta jamais un coup d'œil par-dessus son épaule, resta sur la voie centrale et prit la même sortie vers une rangée d'anciens entrepôts, aujourd'hui principalement utilisés pour le stockage. Le 4e soir, il dévia. Elle le suivit à 2 longueurs de voiture jusqu'à l'extrémité et d'un parc commercial, où une berline beige gara son moteur au ralenti à l'angle d'un magasin de pneus. Sanders ne se gara pas à proximité, il fit demi-tour, vérifia ses rétroviseurs, puis se gara 2 places plus loin. Dana se gara derrière une rangée de distributeurs automatiques défraîchis, hors de vue. À travers son pare-brise, elle regarda Sanders grimper sur le siège passager d'un conducteur familier aux larges épaules. Elle inclina le micro parabolique à travers l'entrebâillement de sa vitre. La portée était courte, mais le silence régnait. Au début, seulement un bruit ambiant. Puis des fragments. Vous m'aviez dit que ce secteur était dégagé. Il ne devait pas faire surface. Pas après la LMA. Je tire sur le fil. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas enregistré. La voix de Sanders était tendue, sur la défensive, celle de Brewer était plate et grave, presque répétée. Dana ajusta le réglage. S'ils insistent, tout va s'effondrer. Nous le nettoyons comme avant. Elle raccrocha le micro, recula et disparut sur une route secondaire. Peu après minuit, le SUV de Sanders s'engagea sur un chemin privé menant à une ancienne station de pompage. Dana le suivit à distance sans lumière, garé à 400 mètres, puis marchant le reste du trajet au clair de lune. Depuis une crête proche, elle vit Sanders sortir, une poubelle en plastique serrée à 2 mains. Il n'hésita pas. Il marcha droit vers le vieux tubage du puits recouvert de béton, mais un étroit tuyau d'évacuation restait ouvert. Il glissa la poubelle dans le puits, elle s'accrocha un instant, puis retomba. Il partit sans se retourner. À 8 heures du matin, elle était au bureau du shérif du comté de Yuma,
demandant de l'aide en vertu d'une clause de coopération du ministère de la Justice. Les adjoints qui l'accompagnaient étaient discrets et efficaces. À midi, la boîte était retirée du puits. Les bords étaient brûlés. À l'intérieur, des restes calcinés de registres du personnel, une feuille de service BP plastifiée et des fragments d'une carte à main des itinéraires de patrouille. L'encre transperçait par endroits, mais un nom ressortait, Prescott, R, entouré 2 fois de rouge. Dana ne dit rien, elle prit simplement la feuille et la scella dans un sac à preuve neuf. Plus tard dans la journée, Dana s'est arrêtée dans une sous-station régionale à la recherche de dossiers de traitement datant de 1995. Alors qu'elle parcourait les classeurs d'admission, un jeune agent a frappé légèrement sur le cadre de la porte. « Est-ce que je l'ai fait ?» Elle se retourna, il entra et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « C'est vous qui travaillez sur le dossier Prescott, n'est-ce pas ?» Il sortit quelque chose de sa veste, une cassette noire compacte, du genre de celles utilisées dans les vieux enregistreurs de terrain. Elle était dans mon casier ce matin. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, mais je crois que quelqu'un veut vous la donner. Elle l'a pris. Comment t'appelles-tu? Ellie Vargas. Et tu n'as pas eu ça de moi, dit-elle. Il emprunta un magnétophone aux archives de la station. Il dut s'y reprendre à 2 fois avant d'en trouver un qui fonctionnait encore. La bande s'enclencha avec un cliquetis. Le son était dégradé, tremblant et irrégulier, mais les voix parvenaient par courtes rafales. La voix de Rachel était reconnaissable entre mille. Je ne m'en occupe pas. Pause, bruit. Vous ne m'entendez pas. Je le signalerai moi-même si vous ne le faites pas. Une autre voix, basse et masculine, tu dois réfléchir à ce que tu fais. Rachel, encore une fois, plus clair, j'ai déjà découpé la bande. Dana éjecta la cassette, la glissa dans une pochette rembourrée et inscrivit le nom de Rachel sur l'étiquette. Ellie Vargas ne posa pas de questions. Lorsque Dana lui tendit une carte et une paire de jumelles longue portée, il consulta sa montre et hocha la tête. « Vous voulez des yeux dessus ou un journal de mouvement ?» a-t-il demandé. « Les deux, dit Dana. Attention aux véhicules banalisés. Pas de photos, pas de SMS, juste des horodatages et des plaques d'immatriculation. » La cible était une tour relais de communication démantelée en 1997, située à l'extérieur d'une zone broussailleuse au nord de Quimado. Officiellement supprimée lors de la refonte du système, les habitants l'appelaient encore Relais 9. La base avait été renforcée avec des parpaings à la fin des années 80, probablement pour supporter le matériel de transmission. On dit qu'elle servait au traitement hors réseau, murmura Ellie. Dana hocha la tête et jeta un nouveau coup d'œil à la carte. Donne-moi quelques heures. Dana le rencontra juste avant le crépuscule, montant la garde. Son Tao était garé derrière une rangée de mesquets. La charpente de la tour craquait légèrement sous le vent, le métal rouillé perlait les joints en treillis. Plus aucune ligne électrique ne l'alimentait, plus de garde, plus de surveillance visible. Il fait froid ici depuis des années, dit Ellie, mais la porte est restée ouverte récemment. Du sable se déplace sur le seuil où quelqu'un entre. Pas habituel. Ils entrèrent sans lampe de poche. La chambre de base était vide, à l'exception de quelques câbles restants et d'une table pliante fissurée. Une épaisse couche de poussière recouvrait tout, sauf le coin le plus éloigné, où un panneau électrique était déboîté dans ses gonds. Dana ouvrit le panneau avec une lampe stylo entre ses dents. À l'intérieur, cachée derrière un conduit, se trouvait une pochette scellée contenant des preuves du DHS. Elle était thermosoudée et marquée d'un code barre interne effacé. Elle la sortit avec précaution. À l'intérieur, un badge d'identification de la police des frontières terni, fissuré mais lisible. Le numéro indiquait 7391. Jonah Avery. Ce nom a été un choc. Dana ne connaissait pas Avery, mais elle connaissait l'affaire. Il avait été déclaré mort noyé près de Falcon Lake en 1994. Son camion avait été retrouvé embourbé, personne ne l'avait jamais retrouvé. Elle a saisi le numéro de badge dans les systèmes internes. Le lendemain matin,
Le résumé de l'affaire tenait en 2 paragraphes, un rapport d'une seule page rédigé par un superviseur de terrain. Pas d'autopsie, pas de récupération en plongée, pas de rapport d'incident plus long qu'un ticket de caisse. Ce qui était frappant, ce n'était pas la concision, mais le timing. Avery avait déposé un avis de faute professionnelle des semaines avant sa disparition, une plainte manuscrite pour détentions irrégulières et transport hors route, la même formulation que Rachel avait utilisée. Dana étala les dossiers sur les murs de son motel, 4 agents de 1993 à 1996 à Avery, Prescott, Paul, l'inspectrice Lucille Rainer, tous répertoriés comme des licenciements volontaires, des accidents présumés ou des démissions internes. Tous avaient effectué des patrouilles près de points de contrôle non surveillés et avaient déposé des rapports disciplinaires dans les mois précédant leur disparition. Certaines pages avaient été photocopiées à un tel point que l'encre était floue, d'autres avaient été censurées à des endroits difficiles d'accès, coupant le contexte au milieu d'une phrase. Ce qui manquait en disait autant que ce qui restait. Elle marqua un point commun à l'encre rouge à chaque coin, pas de suivi, pas de corps, pas d'enquête. Brewer s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe pour une campagne de sensibilisation communautaire lorsque Dana l'a interpellée. Elle n'a pas attendu que le micro passe, elle s'est déplacée sur le côté du podium, captant son regard. Il a hésité au milieu d'une phrase, la voix légèrement tremblante, puis a poursuivi. Elle a attendu. Lorsqu'il est descendu de scène, elle lui a emboîté le pas. « Combien en as-tu encore enterré ?» demanda-t-elle doucement. Brewer ne sia pas. « Pardon ? Vous savez qui était Jonah Avery ? Vous savez ce qui s'est passé au relais 9 ?» Il s'arrêta. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Prescott, l'inspecteur Rainer, leur nom figure toujours sur les listes de paie des inactifs, sans retraite, sans certificat de décès, sans traitement. Juste le silence. Le visage de Brewer ne changea pas, mais sa voix, elle, si plus basse, plus plate. Soyez prudent avant de porter des accusations graves. Elle soutint son regard. Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des liens. Puis elle s'éloigna, le laissant la regarder partir. Entouré d'applaudissements, il semblait ne plus les entendre. Cette nuit-là, Dana rédigea un message chiffré contenant une copie de la photo du badge, la liste des employés brûlés et des notes sur la découverte du relais 9. Elle l'envoya à un ancien collègue du ministère de la Justice qui avait travaillé aux affaires internes à l'ICE avant d'être muté. Ce n'était pas encore officiel, juste un murmure. Au matin, elle reçut une demande de rappel et une vague confirmation, « Votre colis avait bien été reçu avec intérêt. » Un intérêt discret. Ne perds pas ce badge. Cela suffisait pour continuer à avancer. Le message est arrivé sur son brûleur à 15h17. La voix était masculine, chuchotée et avait un léger accent chihuahua. Vous cherchez celui qui a disparu près de Loma. Qui est-ce? Tu n'as pas besoin du nom. Écoute. Dana attendit. Un agent qui fréquentait Mandosaya a dit qu'une agente avait pris en chasse un transport par erreur en 1995 l'un des leurs. Rachel, dit-il. Elle a suivi une route l'heure au nord du secteur K. Il l'appelait le Negro, mais ce n'est pas le cartel qui l'a attrapé. Que veux-tu dire? Quelqu'un d'autre l'attendait. Cartel l'a laissé tranquille, prétextant qu'elle était trop près du « passe privado » de quelqu'un. La plume de Dana s'immobilisa. À qui? Mais la ligne a été coupée. Dana examinait les superpositions topographiques du réseau de relais lorsque le téléphone du motel sonna. Elle répondit, ridique. Une voix d'homme s'éleva, grave et grave. C'est vous qui posez la question du site relais. C'est vrai. Qui est-ce? Je travaillais à la maintenance, j'ai été engagé en 1995 pour des unités de refroidissement de tours avant leur fermeture. Il y eut un silence. Puis on m'a demandé de remblayer une fosse côté sud de la base. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. Qui vous l'a dit? Il n'a pas laissé de nom. Il a laissé de l'argent liquide. Il a dit que c'était un danger de drainage. Pourquoi maintenant? J'ai gardé le silence,
car je pensais que c'était un cartel. Mais vous, ceux que vous déterrez, je ne pense pas que ce soit eux. Dana s'assit en avant. Où exactement? La pente à l'est du mur extérieur. 1 mètre de profondeur, sous une grille d'évacuation des eaux usées. Elle a probablement bougé maintenant. La ligne a été déconnectée. Dana a fait appel à Ed Wallace, un technicien médico-légal du comté en qui elle avait confiance. Ed avait travaillé sur des fouilles de fosses à feu en 1998 et savait comment se déplacer sans faire de bruit. Ils sont arrivés sur le site avant le lever du soleil. Le camion portait l'inscription « Évaluation des risques structurels pour inspection visuelle » avec un logo magnétique. Dana a détaché le camion. Dès qu'ils furent garés, Ed ouvrit le haillon et lui tendit une pelle pliante. « Qu'est-ce qu'on cherche ?» Toile scellée, enterrée peu profondément, milieu des années 90, a déclaré Dana. Ils commencèrent sur la pente près de la base de la tour. Le sable était compact, mais visiblement plus grossier, avec une texture irrégulière là où l'eau avait autrefois poussé jusqu'à 85 cm. Dana tomba sur quelque chose de dense. Elle posa la pelle et se laissa tomber à genoux, repoussant les couches à la main. « Toile, murmura-t-elle. Ed, marque ça. » Appareil photo sorti. Ils travaillèrent méthodiquement, révélant les contours d'un grand sac de sport zippé, décoloré par le soleil mais intact. Dana passa la main dans la couture latérale et l'ouvrit. L'air à l'intérieur était vicié, sec et acide. À l'intérieur, enveloppés dans un poncho militaire délabré, se trouvaient des restes humains, des membres partiellement momifiés, pliés de manière inconfortable pour s'adapter à l'espace, des liens en ruban adhésif encore collés aux os des poignets. Dana recula, retenant son souffle. Ed, désormais ganté, en retira une couche près du torse. Niché dans la cage thoracique se trouvait un badge brisé, partiellement fondu par la chaleur. Dana n'eut pas besoin de le lire, elle savait déjà à qui il appartenait. Rachel. Ils ensachèrent soigneusement les restes, couche par couche, préservant tout ce qui n'était pas encore érodé par le temps. Quand Ed releva le col du poncho, un petit objet en tomba, une montre-bracelet en argent, fêlée, dont les aiguilles indiquaient 19h16. Le laboratoire du comté était froid et stérile. La coroner Alicia Frey examinait les résultats du scanner tout en parlant, d'un ton neutre mais non indifférent, taille féminine et dentition compatible avec Prescott. La carite aphonomique correspond à une fenêtre d'exposition mi-juin. Quelle est la cause du décès? Demanda Dana. Frey cliqua sur une coupe transversale des vertèbres thoraciques. Blessure par balle à la colonne vertébrale entrée par le haut du dos, trajectoire descendante, pas de sortie. Exécution à courte portée, moins d'1 mètre, pas de pointillé, mais angle et motif de résidu constant. Dana hocha la tête. Frey ajouta, nous avons trouvé une cartouche partielle logée dans L2. Elle est dégradée, mais l'alliage et l'espacement des rainures correspondent à ceux du .40 SNW Border Patrol d'époque. Des éléments permettant d'identifier l'arme. Pas de numéro de série? Trop endommagé, dit Frey. Mais je peux vous dire ce que ce n'est pas, un cartel. Leurs munitions de l'époque étaient des surplus de 9 mm, sans blindage. C'est une arme interne, une arme de service. Dana dit à voix haute, non pas à Frey mais au silence entre eux, pas de cartel. Elle tenait à nouveau la montre. De retour au motel, le bracelet était en cuir usé, le boîtier fissuré par l'impact, mais la trotteuse affichait toujours plus de 4. Elle rouvrit le vieux journal radio de Rachel, le dernier signal radio confirmé, 18h42. Plus aucun contact après cela. L'horodatage du dispatching s'était terminé à 18h59, soit 17 minutes. C'est tout ce qui lui restait entre sa dernière position et sa mort à minuit. Dana a rédigé le mémo lors d'une session sécurisée. Elle y a joint les résultats de l'autopsie, des comparaisons balistiques, des photos horodatées des fouilles et le badge récupéré. Elle l'a chiffré avec une compression de niveau DOJ et l'a adressé au contact qui avait donné le feu vert à sa dernière livraison. 5 jours plus tard, une réponse est arrivée via un canal d'appel privé. Ici R.J. Manning.
Vous avez envoyé le dossier Prescott? C'est exact. Approuvé par le groupe de travail. Surveillance discrète uniquement. C'est calme à quel point? Pas de presse, pas de coopération locale. Pour l'instant. La première étape est un ratissage des renseignements et Brewer, dit-il avec une pause, vient d'être ajouté à la liste rouge. Dana fixait le plafond de la chambre de motel. Sa voix restait immobile. Alors je vais continuer à creuser. Il n'était plus difficile de le retrouver. Dana attendit juste après le coucher du soleil et se gara sur le parking du bureau de terrain de Nogales, où Sanders avait récemment été muté. Il n'était plus autorisé à travailler sur le terrain, pas de badge sur la poitrine, juste un polo délavé et une carte d'identité du DHS accrochée à une boucle de ceinture. Lorsqu'il sortit, un sac à provisions à la main, Dana s'empressa. Elle le rejoignit au pare-choc de sa voiture. Il faut qu'on parle. Il cligna des yeux. Je ne suis pas censé. Elle sortit une pochette transparente de la poche de son manteau, la montre-bracelet fissurée de Rachel, les aiguilles figées à 19h16, puis un contenant de preuves scellé contenant un fragment de balle déformé, puis une copie d'une page du journal de bord portant ses initiales. Tu as été la dernière à l'enregistrer, dit Dana, et tu seras la première à m'aider à ouvrir grand ce truc. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle vit l'étincelle de panique dans ses yeux. Il ne courut pas, c'était suffisant. Ils utilisaient un bureau annexe du commissariat du comté de Santa Cruz, pas de miroir, pas de caméra, juste un enregistreur, un homme qui se démêlait et une femme qui savait écouter. Sanders était assis en face de Dana, la sueur perlant son col. Je ne suis pas câblé, dit-elle. Tu parles librement, tu m'aides à mettre la vérité par écrit, et peut-être que tu sortiras de là avec ta vie intacte. Il hocha légèrement la tête. Parlez-moi de la tour. Ses premiers mots furent à peine prononcés. Elle n'était pas prévue pour cette patrouille. Qui l'a déviée? Brewer, dit-il, les yeux baissés, annonçant au central qu'elle avait été réaffectée. Seules quelques personnes étaient au courant. Dana ne s'y a pas, pourquoi ce secteur? À cause de ce que nous faisions là-bas. Cette tour était utilisée pour un traitement non autorisé ou en dehors des registres. Aucune chaîne de contrôle. Les migrants arrivaient par un couloir connu et étaient séparés avant d'entrer dans le système. Qui était impliqué? Certains portaient nos uniformes. D'autres étaient membres du cartel. Il but à nouveau, renversant quelques gouttes sur la table. Elle m'a appelé. Il a dit que c'était après la tombée de la nuit, qu'elle avait entendu des voix à l'intérieur de la tour du mouvement. Elle n'avait pas encore déposé de rapport, elle voulait que je vienne jeter un coup d'œil avant qu'elle ne fasse monter les enchères. Qu'a-t-elle trouvé? Des cellules, murmura-t-il, encastrées dans les fondations en béton. Juste une ou deux personnes à l'intérieur, des enfants pour la plupart. Pas d'étiquette, pas de dossier. Elle a dit qu'ils étaient là depuis des jours. Dana garda une voix posée. Elle ne l'a pas signalé? Elle avait prévu de le faire. Elle a dit que si je refusais, elle le ferait. Et Brewer est arrivé 20 minutes plus tard et m'a dit de déguerpir. Elle a dit qu'elle ne savait pas dans quoi elle mettait les pieds. Les mains de Sanders se crispèrent. Elle faisait les 100 pas dehors. Son arme était rangée dans son étui, mais sa mâchoire était bloquée. Brewer n'arrêtait pas de lui répéter que c'était une opération autorisée ou que si elle déposait quoi que ce soit, les conséquences auraient aussi des conséquences pour sa famille. Il marqua une pause. Elle a dit non, puis s'est retournée pour monter dans son camion. Ce qui s'est passé? Je suis parti, dit-il d'une voix sourde. Brewer est resté. J'ai attendu près de la crête. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un coup de feu. Elle n'est pas revenue le lendemain. Pas de rapport, pas de signalement d'urgence. Brewer a déclaré une absence non autorisée et a dit qu'elle avait démissionné. Et vous? J'ai reçu un appel d'une ligne sécurisée, on m'a dit de le retrouver à la base du relais 9. Il avait une bâche à l'arrière de son unité.
Elle était déjà à l'intérieur, partie. Dana ne l'interrompit pas, elle laissa le silence s'installer. Tu as modifié les journaux? Oui, dit-il. J'ai modifié l'horodatage, je l'ai déposé avec 2 jours de retard pour faire croire qu'elle n'était jamais revenue. J'ai falsifié les initiales de 2 superviseurs. Ton idée? Brewer m'a donné le papier. J'ai juste fait ce qu'on m'a dit. Dana lui posa un dossier, portrait, rapport de disparition, notes officielles à moitié expurgées. Tu reconnais ces noms? Il hocha la tête sans hésitation. Avery a signalé des anomalies dans les bordereaux d'admission. Rainer a déposé un avis de faute professionnelle après avoir reçu l'ordre de retarder le transport vers le centre de traitement. Paul, le sergent-chef, a commencé à poser des questions sur les reçus de carburant liés à des véhicules fantômes. Aucun d'entre eux n'a tenu l'année. Dana tourna la page. Et les seconds rôles? Sanders expira. Nathan Cordry, logistique du DHS. Il transportait du matériel. Personne n'a jamais vu Jacob Henley, l'adjoint du shérif de Valverde où il s'occupait des escortes routières pour les fourgons banalisés. Fédéral, pas officiellement, mais on ne le dirait jamais à leur qualification. Ils étaient sous couverture. Elle a entouré 2 noms sur sa liste. Et le cartel? Il hocha la tête. Ils nous ont payés pour ne pas intervenir, ne pas creuser, ne pas poser de questions. Des questions. 1 heure plus tard, elle l'accompagna jusqu'à la sortie latérale. Un SUV noir attendait, avec un agent fédéral au volant sans phare ni insigne. Sanders ne demanda pas où ils allaient. Il grimpa sur la banquette arrière, la tête baissée, sans se retourner. Dana se tenait sur le trottoir, les bras croisés. L'aveu était vrai, mais la machine qu'il décrivait était plus imposante que n'importe quel homme. Ce n'était qu'une fissure dans le barrage. Quelque chose, ou quelqu'un de plus sombre, se cachait encore derrière. Dana savait exactement qui. Le trajet jusqu'à Amarillo a duré 6 heures, Dana ne s'arrêtant qu'une fois pour faire le plein et prendre des nouvelles de son contact au ministère de la Justice. Elle n'avait pas répété ce qu'elle allait dire, il n'y avait pas de scénario. Eric Prescott ouvrit la porte avec une lassitude discrète. Il avait l'air d'un homme ayant vécu 11 ans entre espoir et résignation, la cinquantaine, le visage buriné. Dana reconnut le badge accroché à sa hanche avant même qu'il ne lui dise bonjour. « Vous êtes de la police des frontières ?» demanda-t-il d'une voix neutre. « Non », répondit Dana. « Avant, c'était le cas. Maintenant, je fais partie de la rotation du groupe de travail du ministère de la Justice. » Ses yeux se posèrent sur le dossier en papier craft qu'elle tenait à la main. « Vous êtes ici pour Rachel ?» Elle ne répondit pas, ouvrit simplement le dossier et en sortit la pochette contenant les preuves. La montre-bracelet en argent, fissurée à 196. Eric la regarda longuement, puis hocha la tête. « Tu l'as trouvée, n'est-ce pas ?» Dana était assise avec lui dans la petite cuisine tandis qu'il fixait la table. Il expira par le nez. Ils ont dit qu'elle s'était enfuie, qu'elle avait abandonné son poste. Mon père l'a cru. Il n'est même pas allé à la cérémonie commémorative organisée par la station. Il a dit qu'elle nous avait mis dans l'embarras. Dana attendit. Mais elle n'a pas couru, n'est-ce pas? Sa voix se brisa. Elle a essayé de bien faire. Elle l'a fait. Il hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois, les larmes coulant en silence non pas de rage, mais de soulagement. Dana resta assise en face de lui, silencieuse, regardant un poids accumulé depuis des années enfin glisser des épaules de quelqu'un d'autre. « Je le savais », dit-il doucement. Même à l'époque, elle m'aurait dit au revoir. De retour à El Paso, Dana reçut une enveloppe matelassée sans adresse de retour. Le cachet de la poste indiquait Love. À l'intérieur, 5 photographies granuleuses et horodatées de 1995. Aucune note. Elle reconnut Rachel sur l'une d'elles, vêtue de son uniforme de service, debout près du pied de l'ancienne tour de communication, l'expression indéchiffrable. À côté d'elle se tenaient 3 hommes,
le visage détourné de l'objectif. Deux portaient des pantalons tactiques sans patch. L'un portait un coupe-vent de la police des frontières, mais l'insigne était manquant. Dana le remarqua immédiatement, la police était incorrecte, mal positionnée, comme si elle avait été conçue pour les apparences, et non pour la légitimité. Elle a analysé les archives internes par reconnaissance faciale. Rien, aucun nom, aucune correspondance. Mais il lui avait dit tout ce dont elle avait besoin, Rachel n'était pas seule. Elle était surveillée bien avant sa disparition. Tout a commencé par une odeur acide et insidieuse. Dana venait de monter dans sa voiture après un appel tardif de son agent de liaison du ministère de la Justice lorsque la fumée a commencé à s'élever par les aérations. Elle a ouvert la portière, s'est laissée tomber sur l'asphalte et a vu l'avant s'enflammer. Les pompiers sont arrivés 7 minutes plus tard. Ils n'ont pas mis longtemps à comprendre que ce n'était pas électrique, un accélérateur avait été versé sous la colonne de direction, probablement par la grille d'admission d'air. L'allumage était programmé ou déclenché à distance incendie criminel. De retour à la gare, la réaction fut mitigée. Vous vous faites des ennemis, dit le capitaine par intérim, un certain Milt Connors. Des ennemis de taille. On a déjà eu des agents fédéraux, mais personne n'a jamais tiré les ficelles comme vous. Dana n'a pas répondu. Elle a simplement signé le rapport d'incident et demandé un véhicule de remplacement. Dana s'est rendue en voiture aux abords de Sierra Blanca et s'est garée près de la station de la route principale. La réception était instable, mais son contact du ministère de la Justice a capté à la deuxième sonnerie. Ils ont brûlé mon unité. Je suis en danger. Compris, dit la voix. On s'attendait à une riposte. J'ai besoin d'une autorisation pour un soutien tactique. Les hommes de Brewer ne brouillent plus les pistes. Un silence. Vous aurez une seule équipe, 4 agents, 2 véhicules, pas de presse, pas de traces écrites. Tu n'as qu'une seule chance de faire en sorte que ça dure. C'est tout ce dont j'ai besoin. L'appel se termina sans amabilité. Dana contempla longuement le désert, puis décrocha le téléphone fixe du motel et composa un autre numéro. Sanders? Ouais. Sa voix était groggy, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Tu m'as dit qu'ils s'étaient rencontrés sur une route. Parfois, tu te souviens où? Il y eut un silence, pas d'hésitation, juste un calcul. Un poste de relais. Ancien poste de la police des frontières, borne kilométrique 218, juste après Red Cutwash. Il est abandonné depuis 1996, mais Brewer a toujours aimé les endroits au sol en terre battue, plus facile à nettoyer. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Dana nota les coordonnées et les observa. Impossible de revenir en arrière. La vieille cabane de relais, au kilomètre 218, n'avait pas vu de circulation depuis des années. Autrefois utilisée pour stocker de l'eau en bouteille et des trousses de premiers secours pour les patrouilles, elle n'était plus qu'une carcasse rouillée, entourée de sable, de mesquites et de souvenirs, pas de réseau, pas de caméra, pas d'éclairage à des kilomètres. Parfait pour ceux qui ne voulaient pas être vus. Dana arriva la première, accompagnée du marshal adjoint Rob Tyrrell. Mince, la quarantaine, peu bavard, mais solide. Ils furent rejoints par 2 agents tactiques du ministère de la Justice, l'agent Wolf et l'agent Monroe. Ils maintinrent un périmètre large, communiquant discrètement par oreillettes analogiques, se méfiant des lignes numériques. Tout le monde avait étudié les voies d'approche, il n'y aurait pas de seconde chance. Dans son SUV, Dana serrait le téléphone jetable que Sanders avait utilisé pour attirer Brewer à la réunion. Le message était simple, les vieux papiers doivent être déplacés avant l'audit. À l'endroit habituel. Pas de retard. Brewer confirma dans les 20 minutes. 1 heure plus tard, sa réponse envoya un signal au relais, 218. C'est ça. Un de plus. Je m'inscris. Gardez-le propre. Dana regarda l'heure, 21h44. 10 heures d'arrivée prévues, murmura Tyrrell à côté d'elle. Il vérifia son arme de poing, puis désigna d'un signe de tête la lunette de visée montée sur un trépied.
Lumière à l'extrémité ouest. Le silence se fit. À 21h54, un SUV couvert de poussière s'est arrêté juste avant la ligne d'ombre de la cabane, un Chevrolet Tahoe récent. Le commissaire Len Brewer en est sorti, pantalon beige, coupe-vent noir, casquette basse. Il marchait lentement, scrutant le périmètre avant de se diriger vers la cabane. 2 minutes plus tard, un deuxième véhicule est arrivé aux des plaques d'immatriculation anciennes, banalisées, usées par le désert, couvertes de poussière. Un homme en est sorti, vêtu d'un jean et d'une veste légère, un sac de sport militaire sur l'épaule. Dana Zuma. L'homme a la cinquantaine, il est trapu, les cheveux coupés courts, pas de marque d'identification, pas de badge. Les hommes non identifiés sont des coursiers, a-t-elle déclaré au micro, avant de se rendre à la réunion. Les deux hommes se rencontrèrent près du bord de la cabane, à voix basse. Monroe, posté derrière une crête avec un micro directionnel, chuchota, récupération de fragments. Audit non vérifié. Déplacez ce qui reste. Déchiquetez la liste avant la rotation. Puis, avez-vous brûlé le croiseur? La voix de Brewer était claire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il y eut un silence. Appelle-le, dit Dana. Tyran s'avança le premier, le flanquant largement, levant son arme de service. US Marshal, ne bougez pas, de l'autre côté, Wolf et Monroe arrivèrent, fusil au poing, angle verrouillé. Dana sortit de son SUV et s'approcha rapidement. Brewer se figea, mais le coursier courut, jetant le sac et coupant à travers un fossé vers la pente opposée. Coureur, aboya Lou. Bord nord. Tyran se lança à sa poursuite. Le coursier parcourut 40 mètres avant d'être plaqué au sol un violent plaquage de sable. Dana entendit le clic métallique des menottes se refermer. De retour à la cabane, Brewer se tenait parfaitement immobile, les mains levées. Il n'avait pas l'air surpris. Dana s'avança, arme à la main, mais baissée. Len Brewer, vous êtes en état d'arrestation pour complot, obstruction à la justice et meurtre de l'agent Rachel Prescott. Il n'a pas protesté, il a juste dit, tu as été plus loin que la plupart. Tu as laissé une trace. Tu n'en sais rien, c'est à ça que sert le tribunal. Il a esquissé un sourire narquois, puis s'est retourné, les poignets tendus, et s'est laissé menotter. À l'intérieur du sac se trouvaient des registres imprimés, des registres d'admission manuscrits datés de 1993 à 1996, l'un d'eux mentionnait des noms, la plupart n'avaient pas de numéro de dossier attribué, certains étaient marqués d'une croix rouge pâle. Il y avait aussi d'autres objets, une cassette VHS intitulée « Relais foutage 5 janvier 1995 », un badge à moitié fondu, 2 rouleaux de pellicule non développés et plusieurs bouts de papier avec les montants des dépôts d'argent datés et paraffés. L'une des initiales correspondait à l'écriture de Brewer, tirée d'anciens registres. Cela a suffi à ouvrir la mallette entière. Le ministère de la Justice a réagi rapidement. Des accusations ont été portées en moins de 48 heures. Brewer a été placé en détention sans caution dans un centre de détention fédéral à Laredo. Ses avocats ont déposé une demande de report, invoquant des problèmes de santé, mais celle-ci a été rejetée. Sanders a été transféré dans un centre sûr et a conclu un accord de plaidoyer scellé. Son témoignage a conduit à 2 autres arrestations, un ancien sous-traitant du DHS et un adjoint du shérif, tous 2 arrêtés pour falsification de dossiers migratoires internes datant du milieu des années 1990. Au procès, Brewer a clamé son innocence, affirmant que Rachel avait réagi de manière excessive aux opérations visant à contenir la situation à une époque dangereuse, mais le jury n'a pas cru à ses dires. Les aveux, les preuves matérielles et les restes retrouvés ont confirmé l'incohérence. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, complot en vue d'entraver la justice, falsification de documents gouvernementaux et meurtre au 2e degré d'un agent fédéral. Peine, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sanders a été condamné à 30 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle dans 20 ans. C'était un mardi de février, vent léger, ciel dégagé, sol sec et dur. L'enterrement eut lieu dans une parcelle privée au nord d'Amarillo, modeste,
ombragé par des mesquites, sans presse, sans garde du drapeau. Son frère Éric se tenait debout, une main sur le cercueil. Il ne parlait pas, il ne pleurait pas. Dana resta à l'écart. Elle resta là pendant l'enterrement, la prière finale, la dispersion silencieuse qui suivit. Lorsqu'Éric se retourna pour partir, il s'arrêta près d'elle. « Tu as bien agi envers elle, dit-il. » Dana hocha la tête. Elle méritait justice. Puis elle le regarda retourner à son camion et s'éloigner sans se retourner. Par une chaude matinée de printemps, Dana prépara le dernier carton de son poste au ministère de la Justice. Sa rotation était terminée, l'enquête était terminée. Elle laissa son badge et quitta El Paso en silence, vitre à moitié baissée, le vent s'infiltrant dans la cabine, le désert roulant à ses côtés comme une vieille cicatrice. Quelque part après le kilomètre 224, une unité verte et blanche de la police des frontières, fraîchement débarquée, arrivait au sommet de la colline opposée. Dana la remarqua, une jeune femme au volant, 22 ans peut-être, le dos droit, alerte. La radio bourdonna doucement à son épaule lorsqu'elles se croisèrent. L'agent hocha la tête, Dana lui rendit le geste sans ralentir et pensa, il l'avait enterrée dans le désert, et la vérité avec elle mais la terre n'oublie pas, et ceux qui refusent de laisser la corruption gagner non plus. Rachel Prescott est morte en faisant son travail correctement, non pas pour faire la une des journaux, ni pour une pension, mais parce que le silence n'avait jamais été une option pour elle. Son héritage perdure chez chaque agent qui privilégie le devoir au confort, la vérité à la commodité, et la loi aux hommes qui pensent pouvoir la contourner. C'est ça le métier, si vous y croyez encore. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous pour en savoir plus.